« 8 septembre 2008, jour de rentrée à Polytechnique, la plus prestigieuse des grandes écoles françaises. Le directeur de l'école, le général Xavier Michel, accueille les 500 élèves de la promotion. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Après 2 ou 3 ans de travail acharné en classe préparatoire, ces élèves brillants ont réussi l'un des concours les plus difficiles de France, à la grande joie de leurs parents. Je pense qu'ils sont presque même plus heureux que nous. Nous, on ne se rend pas bien compte. On se dit, bon, bah, on va encore devoir travailler parce que c'est pas facile. Mais ils sont là, ah, c'est bien. Ils se disent qu'une fois qu'on est ici, c'est bon, on est assuré, on aura un grand boulot, on sera chef d'entreprise, on sera riche. C'est un peu leur vision des choses. Les parents de ces jeunes polytechniciens ont toutes les raisons d'être rassurés. Les anciens de l'X, comme ceux de l'ENA ou d'HEC, sont à la tête des plus grandes entreprises françaises. Les diplômés des grandes écoles dirigent les 3/4 des sociétés du CAC 40. Les grandes écoles françaises forment l'élite économique et politique du pays. Mais sont-elles accessibles à tous ou sont-elles devenues les chasses gardées des classes privilégiées? L'enquête de droit d'inventaire. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle. La France a besoin d'ingénieurs pour exploiter des mines de charbon, construire des routes et des ponts. Pour former ces ingénieurs, l'État crée les grandes écoles, une remarquable innovation à l'époque. Pierre Vels a dirigé l'une des écoles françaises les plus renommées, l'École nationale des ponts et chaussées. C'est dans ce bel hôtel particulier qu'ont été formées les premières générations d'ingénieurs. Nous sommes ici dans le grand escalier de l'école des ponts, qui est la plus ancienne école d'ingénieurs du monde, paraît-il, qui a été créée 50 ans avant la Révolution et qui a été profondément transformée au moment de la Révolution, en même temps que se créaient beaucoup d'autres grandes écoles, enfin les plus célèbres, l'école polytechnique, l'école des mines et d'autres. Polytechnique, la plus célèbre de ces écoles, est créée en 1794. La loi précise qu'elle est ouverte à tous les jeunes citoyens âgés de 16 à 20 ans, mais pour y entrer, il y a une condition à remplir. Il ne sera admis en tant qu'élève que des jeunes gens qui auront prouvé leur intelligence en subissant un examen sur l'arithmétique et sur les éléments d'algèbre et de géométrie. Il y a eu 2 grandes idées qui, d'ailleurs, ont traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. La première grande idée, c'est la méritocratie. On est contre l'aristocratie, c'est-à-dire c'est pas la naissance qui détermine la compétence, c'est vraiment, il faut choisir dans le peuple de France les jeunes gens, surtout les garçons, les plus compétents. Sur la base du mérite. Voilà, sur la base du mérite et pas de la naissance, c'est fondamental. Et deuxièmement, le bon outil pour faire ça, c'est les mathématiques, parce que face à une équation, tout le monde est égal, et donc les mathématiques vont devenir l'outil de sélection, mais de sélection de cette méritocratie. Liberté, égalité, mathématiques. Pour les révolutionnaires, l'équation est simple. Face à l'arithmétique, plus que devant une dissertation, un fils d'ouvrier a autant de chances qu'un fils d'avocat. Tous égaux face au concours, l'idée est encore d'actualité aujourd'hui. Il est clair que les concours plutôt scientifiques reposent moins sur la culture générale et donc sont probablement plus facilement accessibles à des étudiants, des élèves qui n'ont pas ce background culturel. Mais je crois que c'est un bon système. C'est aussi sur concours que les écoles de commerce créées au XIXe siècle pour accompagner la révolution industrielle choisissent de recruter leurs élèves. L'ESCP est la première, créée en 1819 à Paris, suivie par HEC et bien d'autres. À la Libération, la République veut démocratiser l'accès aux plus hauts postes de l'État. L'ENA, l'École nationale d'administration, ouvre ses portes en 1946. Objectif abolir les privilèges et mettre fin aux dynasties de hauts fonctionnaires. La France croit à la promotion par le mérite. 1946 toujours, striptease forcé pour ces nouvelles recrues de l'école polytechnique qui découvrent les joies du bizutage.
Parmi ces jeunes qui se font arroser, beaucoup sont issus de cette méritocratie républicaine. Dans les plus grandes écoles, on compte au début des années 50 plus d'un quart d'enfants d'ouvriers, de paysans ou d'employés. Même si le brassage est limité, l'ascenseur social fonctionne. Ça a marché pendant un certain temps. Bon, ça n'a jamais, les grandes écoles françaises, à aucun moment de leur histoire, n'ont drainé beaucoup d'enfants d'ouvriers, de paysans. Mais souvent, elles ont accueilli des petits-enfants, vous voyez, voilà, plutôt des enfants issus de la classe moyenne, typiquement, les enfants d'instituteurs, petits-enfants de paysans. Jusqu'au début des années 60, la méritocratie républicaine n'est pas seulement un mythe. Elle fonctionne réellement. Mais quelques années plus tard, les choses se compliquent. Mai 1968, les jeunes sont dans la rue. Les générations du baby-boom arrivent à l'âge adulte. Ils sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes de l'enseignement supérieur. Certains étudiants s'inquiètent déjà pour leur avenir professionnel. Le gouvernement doit absolument prévoir des moyens et trouver des solutions pour que les 700 000 étudiants qui sont actuellement répartis dans toute la France trouvent du travail à la fin de leurs études, ce qui n'est absolument actuellement pas le cas. Dans les années qui suivent, le nombre d'étudiants continue d'augmenter. 300 000 en 1960, 1 700 000 en 1990. Il a été multiplié par plus de 5 en 30 ans. Comme les universités acceptent tous les bacheliers sans faire de sélection, elles sont forcées d'accueillir ces nouveaux venus. À l'université, on a dit allez-y. Et on a multiplié par 5, 6 le nombre d'étudiants, sans d'ailleurs multiplier par 5, 6 le nombre d'enseignants, même s'il a pas mal augmenté. Alors que dans les écoles, on a fait quelque chose d'intéressant. On a créé des petites écoles pour faire face à cette massification. Mais on n'a pas touché au nombre de polytechniciens qui sortaient, au nombre de normaliens qui sortaient, au nombre d'ingénieurs des ponts qui sortaient, etc. Si le nombre de polytechniciens avait évolué comme celui des étudiants en université, au lieu de 500 élèves par promotion, il serait 33 000 aujourd'hui sur le campus de Palaiseau. Mais les grandes écoles ont toujours refusé d'ouvrir plus largement leurs portes. Leur souci, préserver la rareté et donc la valeur de leur diplôme. Les grandes écoles ont pratiqué du malthusianisme. Elles ont toujours choisi de prendre les meilleurs. Et donc d'avoir des petits effectifs très très bien formés avec des débouchés professionnels assurés. Personne ne leur a dit, aucun gouvernement ne leur a imposé de doubler, tripler ou quadrupler leurs effectifs. Pourquoi ? Précisément parce que l'élite ne tient pas à être trop, abondante et sinon le gâteau devrait être partagé. Des facs ouvertes à tous, des grandes écoles réservées à une petite élite. Un système à 2 vitesses se met en place. Renforcé par une énorme différence de moyens. Pour former un étudiant, l'État dépense 6 800 € par an à l'université, contre 13 500 dans une grande école d'ingénieurs. Avec l'aggravation de la crise, les familles les mieux informées vont comprendre avant les autres où envoyer leurs enfants. Dans les années 80, un nouveau phénomène va pousser les milieux privilégiés à partir à l'assaut des grandes écoles, le chômage des cadres. Des hommes et des femmes qui exerçaient des responsabilités dans les entreprises se retrouvent subitement sans emploi. Ils ne s'y attendaient pas et c'est un choc. Stage à l'Association pour l'emploi des cadres. Leçon du jour, quels sont les signes avant-coureurs d'un licenciement? On me donne un bureau plus petit à l'écart, on met quelqu'un dans mon bureau, je dois partager ma secrétaire, on ne me passe plus les communications, on me dit que je coûte cher, on ne me consulte plus, on ne m'invite plus aux réunions, on me met un jeune au-dessus et 2 au-dessous. C'est l'explosion du chômage des cadres au début des années 1980. Et donc dans les familles de cadres, tout d'un coup, le chômage du père, de la mère, d'un grand frère, etc., c'est devenu une réalité concrète. Et il y a eu un raidissement normal d'ailleurs des familles qui ont dit mais tout d'un coup il faut s'occuper des études des enfants parce que les parents sont réintervenus massivement.
Et ils ont investi massivement dans l'éducation de leurs enfants, les petits cours, le soutien scolaire en dehors de l'école, etc., etc. Dans les familles riches et bien informées, l'objectif est désormais très clair. Éviter à tout prix l'université. C'est la peur de l'université démocratisée, de l'université massifiée. C'est-à-dire que si tout le monde est diplômé, ça veut dire qu'on ne trouvera plus de boulot à la fin, il y aura trop de diplômés. Donc on se dirige vers les grandes écoles qu'on n'ignorait pas pour autant. Mais enfin, on s'autorisait à aller à l'université. Pour réussir à entrer dans une grande école, tous les moyens sont bons. Comme cette prépa privée dans le centre de Paris en août 82. Ces élèves suivent pendant l'été un stage intensif pour se préparer au concours très sélectif de Sciences Po. 3 semaines de cours privés, facturés 2 900 francs, c'est presque le montant du SMIC à l'époque. Les parents aisés ont les moyens. Ils n'hésitent pas à donner ce sérieux coup de pouce à leurs enfants. Ce genre de préparation est nécessaire parce que par rapport à une préparation personnelle qui peut être aussi intéressante sûrement, mais on travaille moins vite, on travaille moins intensément, on travaille surtout moins efficacement. Par contre, il y a un aspect scandaleux, c'est effectivement, on est des privilégiés et on est capable de payer les X francs nécessaires à cette préparation. Privilège de l'argent, privilège de l'adresse. Pour réussir les concours, mieux vaut étudier dans les meilleurs collèges et lycées de France. Ils sont presque tous situés dans les quartiers chics des grandes villes, comme ici Louis-le-Grand dans le 5e arrondissement de Paris. À Louis-le-Grand, comme à Henri IV dans la capitale, à Sainte-Geneviève ou au lycée Hoche à Versailles, les enfants de cadres supérieurs et d'enseignants trustent plus de 80% des places en classe préparatoire. C'est les études secondaires qui sélectionnent, qui amènent ceux qui sont le mieux formatés aux classes préparatoires. Et si vous regardez dans ces 4-5 grandes écoles, d'où viennent les élèves de ces grandes écoles? Ils viennent d'une vingtaine de classes préparatoires, au grand maximum. Pour les familles plus modestes et moins bien informées, ce n'est pas la course à la prépa d'élite, mais la bousculade pour s'inscrire à l'université. Entrer à la fac avec le bac en poche, sans aucune sélection, une grande partie de ces étudiants sortiront de l'université sans perspective d'emploi. Il y a une sorte de délit d'initié, si vous voulez. C'est vrai que l'inégalité fondamentale, c'est l'inégalité par rapport à l'information. Pour beaucoup de familles modestes, l'idée qu'on puisse entrer dans une grande école, ça ne même pas que c'est possible et que ça existe. Et donc, ils continuent à croire qu'effectivement, avec une licence de psycho ou de je ne sais quoi, à l'université, on va trouver du boulot facilement. Le traditionnel bal de Polytechnique, ici en 2007, dans les somptueux salons du Palais Garnier à Paris. Bienvenue dans le grand monde. Ces polytechniciens sont courtisés par les jeunes filles, mais aussi par les recruteurs. Avant même la fin de leurs études, ils reçoivent en moyenne 2 propositions fermes d'emploi. Salaire à la sortie, 3 300 € par mois, contre 2 000 € pour un diplômé d'université. Quand à 19-20 ans, vous êtes reçu dans telle ou telle école, vous recevez un badge pour l'éternité. Une fois que vous avez réussi ces concours, la vie de l'enseignement supérieur, ça va bien se passer, l'entrée dans la vie professionnelle, ça va bien se passer, et grosso modo, jusqu'à la retraite, ça va bien se passer. Ce précieux sésame qui facilite l'entrée dans la vie professionnelle est aujourd'hui réservé à 85% aux enfants de milieux privilégiés. La part des élèves d'origine modeste dans les très grandes écoles a fortement chuté. Elle est passée de 29% en 1950 à 9% au milieu des années 90. Oui, on peut dire un jeune issu aujourd'hui d'un milieu dit supérieur a 20 fois plus de chances de rentrer dans une grande école qu'un enfant issu d'un milieu populaire. Les grandes écoles sont réservées aux riches blancs de préférence, je dirais. C'est l'évidence. C'est pas écrit, mais c'est quand même ce qui se produit. Une grande école aujourd'hui, pour moi, c'est essentiellement le lieu de la reproduction de l'espèce dirigeante. C'est une noblesse d'État. Voilà, on est dans un pays aristocratique. Pour démocratiser ce système et favoriser la mixité sociale, certaines grandes écoles ont décidé de réagir. Elles ont choisi 2 méthodes différentes.
La première, c'est le tutorat. Des étudiants bénévoles de l'ESSEC et de Polytechnique aident dans leur travail des lycéens de banlieues défavorisées. Objectif, leur donner envie de passer les concours d'entrée aux grandes écoles. La seconde méthode, plus audacieuse, c'est celle imaginée en 2001 par Richard Descoings, le directeur de Sciences Po. À côté du concours normal, il met en place un examen spécialement réservé aux élèves de ZEP, les zones d'éducation prioritaire. En 8 ans, 400 élèves sont rentrés à Sciences Po grâce à cette filière ZEP. Leurs résultats sont encourageants. Ce qu'on peut dire 7 ans après le premier recrutement, c'est que ces élèves de Sciences Po, qui tout simplement ont fait leurs études dans des collèges populaires, dans des lycées populaires, eh bien ils ont réussi comme les autres. Pour certains, extraordinairement bien. Pour d'autres, ils ont échoué et ils ont été réorientés. Et pour la moyenne, ils réussissent comme la moyenne des élèves de Sciences Po. L'école a doublé ses effectifs en 10 ans et la proportion d'élèves d'origine modeste est passée de 8 à 20%. Le diplôme de Sciences Po est toujours aussi coté. Mais pour relancer l'ascenseur social, ces mesures isolées ne suffisent pas. C'est l'enseignement supérieur dans son ensemble qui doit être réformé.